Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme. Oui, ça va. Alors, quoi de neuf? On commence par le discours que tu voulais nous faire écouter ce matin. Non, on commence d'abord par présenter en fait le sujet d'aujourd'hui, puisque nous sommes sur un brin d'histoire. Hein. Nous sommes exactement le 20 juin 2024, donc on repart 34 ans précisément en arrière, le 20 juin 1990, pour écouter un discours qui a été, selon certains observateurs, celui qui a été, si tu veux, le déclencheur du véritable vent de changement qui va frapper l'ensemble de l'Afrique francophone au milieu des années 90, à savoir le discours tenu par le président François Mitterrand à la Baule. Il faut savoir que à l'époque, le 19, le 20 et le 21 juin 1990, se tenait la 16e conférence des chefs d'État de France et d'Afrique. C'est cette conférence-là qui se faisait de manière alternée entre une édition en France et une édition dans un État africain. Et donc, en 90, l'édition se tenait à La Baule en France, c'est-à-dire cette station balnéaire située dans le département de la Loire-Atlantique. Et donc, au cours de cette réunion dans laquelle la France recevait, outre ses anciennes colonies, les 15 pays membres de ces anciennes colonies, 3 autres pays anciennes colonies belges, parce que ces pays-là partagent justement le français avec les autres pays anciennes colonies françaises, à savoir le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo, qui s'appelait à l'époque le Zaïre. Alors, ce discours va c'est un tournant dans l'histoire des relations franco-africaines. Pourquoi? Parce qu'elles vont véritablement déclencher ce changement de l'ère démocratique, même si dans le fond, et ça je vais y aller un peu plus en détail, les résultats espérés par la France lorsque François Mitterrand avait prononcé ce discours-là, vont parfois être aux antipodes de ce qu'il espérait. Alors, on va d'abord écouter un extrait du discours de François Mitterrand. Tiré des archives et ensuite, on va en rediscuter. D'accord, on regarde ça, on écoute ça et puis on se retrouve juste derrière. Impossible. Alors, donc, vous voyez, c'est ce discours-là qui va être véritablement un discours tournant dans les relations franco-africaines, comme je l'ai dit plus tôt, pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, on replace un peu, on recontextualise les choses. Alors, donc, je disais, on est en 1990, le 20 juin 1990, à La Baule, et donc, le chef d'État français de l'époque, François Mitterrand, reçoit ses homologues, chefs d'État africains, originaires des anciennes colonies, et françaises et belges. Alors, au cours de cette allocution, il faut donc dire que tous les observateurs, y compris les chefs d'État qui sont les invités de François Mitterrand, s'attendaient à une espèce de grande messe où tous les chefs d'État africains et français se retrouvent comme les enfants d'une grande famille et en réalité rien de politiquement nouveau n'en sorte, où on se congratule, où on remet en avant, on félicite en avant les relations historiques fortes qui lient la France et les États africains. Et puis on parle d'aide publique au développement pour clôturer le tout. Donc, là, évidemment, François Mitterrand prend tout le monde de court parce qu'il fait une annonce qui vient véritablement rompre, si tu veux, les pratiques qui existaient jusqu'alors. Pourquoi ? Parce que le 9 novembre 1989, il y a la chute du mur de Berlin. Et donc, à partir de là, il va y avoir une véritable déflagration avec la chute de l'Empire soviétique et donc l'effondrement de ce système-là, du système communiste, qui va permettre à la démocratie, ou si tu veux, le vent de démocratie, qui va commencer à s'installer dans les anciens pays, dans les pays d'Europe de l'Est qui étaient sous le giron de la Russie, ou sous le giron de l'URSS. Et donc, il faut savoir qu'à l'époque, François Mitterrand n'avait absolument jamais cru en réalité à un effondrement aussi brutal et aussi rapide du bloc communiste. Et donc, à partir de là, en voyant la déflagration que cela va apporter sur le plan de l'Europe, et même un peu plus en dehors du continent européen, il va donc se dire que comme il avait raté le coche en réalité
sur le fait qu'il n'avait pas été visionnaire sur la chute de l'Empire soviétique. Et donc, il doit être visionnaire sur les effets que la chute de cet empire-là va avoir sur le monde entier, y compris sur les pays africains. Et donc, il veut se mettre dans la posture de l'homme d'État qui entre dans l'histoire en essayant de participer, si tu veux, à cette évolution-là du temps, à ce changement-là du temps. Et donc, il essaie de le provoquer en faisant ce fameux discours de La Baule. Alors, il faut bien comprendre que le principe est très simple pour François Mitterrand. Il veut que les pays africains adoptent les systèmes politiques européens, donc des systèmes dits démocratiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut de la démocratie, donc un système pluraliste avec un respect, des droits de l'homme et aussi la liberté d'expression. Donc ce sont ces trois piliers-là qu'il veut, si tu veux, implémenter dans les États africains. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, tous les États africains, membres qui sont invités en France, sont exactement dans un système politique qui est totalement différent de celui de la France. En Afrique, la plupart de ces pays-là sont dans des systèmes monopartistes. Pourquoi? Parce que, notamment pour le cas à la fois des anciennes colonies belges et françaises, en réalité, lorsque ces pays-là ont accédé aux indépendances dans les années 60, eh bien, en réalité, il n'y avait pas d'État. Ils n'avaient pas reçu de la part du colon un État déjà structuré, bien organisé, bien implanté. Et donc, il avait fallu, dans la précipitation, aux jeunes leaders africains de constituer des États. Or, ces États-là se sont constitués sur aussi le fait que les populations n'avaient pas su ou n'avaient pas pu s'organiser entre elles du fait parce que dire qu'on est dans un territoire et on fait partie d'un État, ça sous-entend aussi que les populations qui vivent sur ces territoires-là acceptent de lier en commun leurs avenirs, leur destin. Or, dans ces territoires-là, dont les frontières avaient été faites par les colons, eh ben, beaucoup de populations n'avaient pas encore atteint cette capacité-là. Et donc, très vite, les jeunes leaders qui vont arriver à la tête des États vont parfois lier leur destin d'abord au sein de leur propre communauté ethnique, et donc ils vont fonder, si tu veux, leur gestion du pouvoir, soit à partir de leur base ethnique, soit en liant des alliances avec d'autres bases ethniques, notamment les bases ethniques les plus majoritaires en nombre. Et donc ce n'était pas véritablement des systèmes politiques qui étaient basés sur le fait que chaque citoyen individuellement adhère à une vision qui était incarnée par ces États-là. C'était plutôt des jeux d'alliance, des jeux d'influence entre d'un côté celui qui a le pouvoir et qui avait donc la capacité de redistribuer la manne productive de l'État, et puisque la plupart des systèmes productifs n'étaient pas des systèmes industriels, mais c'était des systèmes productifs extractifs où on prenait des matières premières brutes, on les vendait, et cette manne qui venait de cette vente-là, on essayait plus ou moins de les répartir entre les différentes composantes socio-ethniques qui constituent le pays. Donc c'est comme ça que la plupart des leaders africains géraient un peu leur territoire. Et donc venir tout d'un coup leur dire qu'il faut changer ce modèle politique-là en y incluant un modèle politique qui est basé sur le pluralisme politique, donc le fait qu'on n'ait plus de parti unique, et parce que l'avantage pour les leaders africains à l'époque, les dirigeants africains, c'est que justement la mise en œuvre d'un parti unique empêchait les velléités à l'intérieur du territoire, les velléités ethniques, et donc ça poussait tous les gens, enfin ça contraignait les gens à être un peu rassemblés dans un même sac, dans une même coupole, et donc ça limitait les risques de voir des velléités ethniques, des formes de rébellion pouvoir naître ou des formes de contestation du fait que l'on veut remettre en question l'autorité des dirigeants du fait de la manière dont ils, justement, assuraient la redistribution de ces mannes-là. Et donc, on est un peu dans ces... Et donc, les chefs d'État vont être africains, vont être un peu pris de court, et il va donc lier désormais l'aide publique au développement français, donc toute aide de la France d'un point de vue économique, aux efforts que les États africains vont déployer pour mettre en place ce nouveau système politique-là. Même s'il se défend de toute ingérence, en fait, c'est de la totale hypocrisie, puisqu'en imposant que si vous voulez que la France vous aide financièrement, eh bien, voici le système politique que l'on veut que vous adoptiez, eh bien, en réalité, c'est une forme d'ingérence dans la manière dont les États sont gérés en interne. Et donc,
Mais vous donnez la démocratie à des peuples qui ne connaissent pas ce modèle de fonctionnement. Exactement. Et c'est justement ce que certains chefs d'État vont même reprocher à la France après le discours de François Mitterrand, en expliquant justement les éléments que je viens de donner, c'est-à-dire que les États, en réalité, n'étaient pas encore suffisamment bien structurés du fait de d'abord la précocité des États africains qui avaient été créés il y a à peu près seulement une trentaine d'années. Or, la création d'un État et surtout sa consolidation dans le temps, c'est un processus qui est très long. Et donc, demander tout d'un coup à ces dirigeants-là, qui avaient, bon an, mal an, mis en place des systèmes politiques qu'on critique et que l'on a raison de critiquer aujourd'hui parce qu'ils étaient extrêmement mauvais, mais pour eux, ils estimaient que c'était uniquement les formes de système politique qu'ils avaient entre leurs mains et qu'ils sentaient et dont qu'ils utilisaient afin de leur permettre, qui leur permettait plutôt d'avoir la capacité en réalité de pouvoir gérer leurs États. Et donc le fait que de venir comme ça à Paris, de les prendre de court et de leur dire que désormais vous devriez tout changer et que vous devriez appliquer un système politique qui vient de l'Occident en échange de l'aide au développement. Pour certains pays africains, ils ont vu ça déjà comme une espèce d'abandon de la France parce qu'ils comprenaient très vite que le fait de changer de système politique, si on devait adhérer au multipartisme, eh bien que cela devait entraîner des dislocations en réalité, des dislocations de ces États-là. Pourquoi ? Parce que inexorablement, presque mécaniquement, eh bien, on allait revenir, si tu veux, au point de départ des années 60, c'est-à-dire que les individus devaient d'abord se regrouper, non plus n'allait plus se fier non pas au fait qu'ils adhèrent à une idéologie politique qui est incarnée par les partis, mais plutôt qu'ils adhèrent plutôt à une communauté qui est en même de leur garantir soit une meilleure sécurité, soit une meilleure progression sociale. Et c'est exactement ce qui va se passer par la suite. Mais pour François Mitterrand, lui, il avait sa vision qu'il voulait être l'homme politique français qui avait su monter dans le bateau de l'histoire parce qu'il n'avait pas su anticiper les changements qui avaient été opérés avec la chute du mur de Berlin le 9 octobre 1989 en Europe de l'Est. Et donc, il ne voulait pas être en marge de cette évolution historique. Et donc, il a voulu s'inscrire, lui aussi, dans cette espèce de vent de modernité-là, de transmission, de propagation de la démocratie vers les pays africains, pays sur lesquels la France avait une très, très grande influence. C'est après ça qu'il y a eu la démocratie au Gabon. Parce que c'est 1990 ou bien c'était avant ? Non, on avait déjà la démocratie. Non, c'est après. Parce qu'il faut savoir qu'à partir de là, mais il faut aussi savoir qu'après la chute du mur de Berlin, dès le mois de février-mars, dans certains pays africains, il y a déjà des soulèvements qui commencent véritablement à contester les pouvoirs en place. Et il ne faut pas oublier aussi qu'après la chute du mur de Berlin, les images de la mort des épouses Ceausescu, j'en avais parlé ici, avaient énormément marqué les chefs d'État africains qui, voyant ces changements-là en Europe de l'Est, craignaient en réalité pour l'avenir de leur pouvoir, mais ils restaient plus ou moins confiants en leur destin en estimant que en continuant à s'appuyer sur la France, ils avaient la garantie que la pérennité de leur pouvoir devait demeurer. Or, le discours de la Baule vient maintenant dire que justement cette garantie-là est liée au fait qu'ils doivent changer totalement de système de gestion de système politique et que le nouveau système politique véritablement aurait peu de chances de leur donner la possibilité de se maintenir au pouvoir. Et il va donc falloir que certains leaders usent de stratagèmes pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Certains qui vont véritablement ouvrir une véritable démocratie vont le payer au prix fort puisqu'ils vont perdre le pouvoir. On parle le cas de Mathieu Kérékou au Bénin en 1990 qui va véritablement, lui, organiser une conférence nationale qui va aboutir à un changement constitutionnel et on va organiser des élections transparentes qui vont permettre l'arrivée de Nicéphore Souglo au pouvoir. On a le cas aussi au Congo-Brazzaville à côté où exactement dans ce même processus-là, Denis Sassou Nguesso perdra le pouvoir face à Pascal Lissouba. Mais d'autres au Gabon avec Omar Bongo, au Cameroun où il n'y aura jamais de conférence nationale. Paul Biya dira qu'il ne voudra jamais en entendre parler. Mais au Gabon et au Zaïre de l'époque, il va y avoir cette conférence nationale. Puis, il va y avoir tout le changement constitutionnel, mais il va y avoir tout un processus qui devra
veiller à ce que celui qui est au pouvoir va user de stratagèmes politiques. Omar Bongo va se montrer beaucoup plus fin, beaucoup plus malin que cela. Je ne vais pas revenir sur les élections de 93, mais je vais revenir sur le résultat. C'est-à-dire qu'on va lui demander de faire la conférence nationale, il va la faire, nouvelle constitution, on reconnaît le multipartisme, et puis on organise des élections, et ces élections-là le confortent comme étant le président qui est élu, donc le président qui a la légitimité du peuple, et donc le président qui devient président démocrate. Au Zaïre, ça va être beaucoup plus différent, étant donné le rejet qui avait été exprimé par les populations vis-à-vis de Mobutu. Celui-ci va donc jouer un peu dans le statu quo. Il va donc geler en quelque sorte le processus, et donc on va être dans une espèce de pourrissement, puisque Mobutu va s'exiler en quelque sorte à Gbadolité dans son village natal, et donc délaisser les hommes politiques congolais à leur triste sort durant quasiment 7 ans. Il faudra attendre son départ, sa chute de la tête du Zaïre avec l'arrivée de Laurent Désiré Kabila dans des circonstances que l'on connaît, et je n'en reviendrai pas dessus, pour voir ce changement, peut-être non démocratique, mais pour voir ce changement à la tête de la RDC. Donc, et d'autres pays vont, à travers d'autres stratagèmes, se maintenir sans aucune difficulté. Le Tchad avec Idriss Déby, la Centrafrique, ça va être aussi la même chose. On va mettre en place un système pluraliste, mais évidemment, il va y avoir plusieurs alternances à la tête du pays, alternance et instabilité. Mais derrière tout ça, ce que va causer en réalité le discours de la Baule avec l'arrivée du multipartisme, c'est ce que craignaient certains chefs d'État et qui va s'avérer particulièrement vrai, notamment au Burundi et au Rwanda, c'est-à-dire qu'on va avoir des relents ethniques s'imposer, et donc les partis politiques qui vont naître du fait de l'ouverture au pluralisme politique va être plutôt des partis politiques dont les adhérents vont être liés à leur appartenance linguistique, ethnique ou communautaire, et non plus à l'adhésion à un discours ou à une doctrine politique. Et donc derrière, ça va refaire rejaillir les tensions ethniques entre les populations, et donc ça va amener aux pires situations comme celles que l'on a connues au Burundi et au Rwanda en 1994 notamment. Et donc ce discours de la Baule, il est considéré pour certains comme étant un discours, je dirais un discours tournant, parce qu'il aura permis, parce qu'il va inciter, disons, il ne va pas permettre, mais plutôt il va inciter, parce que s'il n'y avait pas la menace de suspendre l'aide économique et financière de la France, eh ben, beaucoup de pouvoirs de chefs d'État n'auraient absolument rien changé à leur manière de gérer. Donc, comme la plupart de ces États-là étaient dépendantes de l'aide financière de la France, parce qu'il faut savoir qu'en 1987, il y avait une grave crise économique, il y avait eu également, ça va entraîner la chute du cours des matières premières, et donc depuis 1987, la plupart des pays africains étaient dépendants de la France parce qu'ils avaient besoin des subventions budgétaires françaises pour pouvoir boucler leur budget. Et donc, de ce point de vue-là, lorsque François Mitterrand dit qu'il veut que les pays africains changent leur manière de gérer, c'est parce qu'il sait qu'il a les moyens de leur imposer ce changement-là. Et le moyen, c'est justement le moyen financier dont lui-même, il tenait les leviers. Mais évidemment, ce changement qu'il va imposer va avoir des effets, ne va pas avoir les effets qu'on espérait, parce que la véritable démocratie, elle n'existe toujours pas dans la plupart des États. Hein. Il y a un fonctionnement qui est démocratique avec des élections, mais il n'y a pas un respect de l'état de droit, il n'y a pas un respect, si tu veux, des résultats du vote des populations, du vote démocratique. Et donc, ce qui fait qu'à la tête de beaucoup d'États encore africains, on a encore des pouvoirs qui sont illégitimes et qui, malheureusement, ne parviennent toujours pas à répondre aux aspirations des populations. Merci Jean-Paul, c'était le Brun d'Histoire ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. On va en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.